Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, cette étude de cas. On va revoir complètement comment est-ce que l'on fait pour faire de l'apport d'affaires avec une étude bien précise d'une personne qu'on a intégrée au sein de Master Freelance. On va partager ensemble tous les protocoles, toutes les choses à mettre en place si tu veux faire exploser ton TGM et sécuriser ta situation de freelance dans l'IT. Que tu sois d'ailleurs en DevOps, en cloud, en data, en cyber, en QA, ce que tu veux. Si tu es freelance dans des grands comptes, ça va t'intéresser. Je vais te partager tout le protocole qu'on met en place pour transformer des gens qui sont avec une seule mission, du coup, une situation assez risquée, qui passent par des ESN, les rendre beaucoup plus autonomes, les faire bosser en direct avec les clients finaux sans passer par les référencements et puis rajouter avec ça quelques apports d'affaires pour qu'ils puissent sécuriser leur activité et augmenter leurs revenus. Et typiquement, là, on va prendre le cas d'une personne qu'on a accompagnée récemment, qui est un consultant cyber qui s'appelle Malik. Et l'avantage que tu vas y trouver, c'est que tu vas comprendre comment est-ce qu'il a fait pour passer en dehors des référencements, comment est-ce qu'il a fait pour augmenter ses revenus, comment est-ce qu'il a diversifié ses sources de revenus, comment concrètement il a réussi à signer des apports d'affaires et qu'est-ce qu'il a mis en place pour y arriver. Tout simplement. Voilà, c'est le sujet de la vidéo. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à liker, à commenter ça si ça t'intéresse. Bien, on va prendre l'exemple de Malik du coup. Malik, consultant cyber, moins d'une dizaine d'années d'expérience, donc pas hyper expert. Bon statut, plutôt, voilà, plutôt assez à l'aise dans ses missions, mais il venait de commencer une mission de 3 ans, théoriquement, qui a duré 3 mois. Il s'est fait sortir, en fait, assez rapidement et d'ailleurs, il s'y attendait pas du tout, pour une raison de coupure budgétaire. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'opportunités, sur la niche, cyber en ce moment, enfin, c'est vraiment une des niches les plus en croissance en ce moment, il n'arrivait pas à se positionner sur les missions. Il se présentait de manière peut-être un peu trop large et cetera et il venait d'enchaîner 6 semaines d'interprojet. À son TGM actuel, ça représentait quand même quasiment 20 000 € de pertes, sèches sur son année, donc c'était assez, cata. Nous, on l'a accompagné pour mettre en place un nouveau protocole pour travailler en direct avec les clients finaux et pour faire de l'apport d'affaires. Ce qu'on appelle le Master Freelance. Je partage ça dans sa vidéo. Concrètement, il est passé de un TGM de 650 € avec une seule mission à un TJ moyen avec les apports d'affaires de 1 340 € en 5 mois. Alors 5 mois, c'est plutôt assez rapide par rapport au profil qu'on voit dans Master Freelance. Souvent, on est plutôt autour de 6-7 mois. La niche porte beaucoup. Alors, concrètement, il est passé d'une seule mission à 650 € et zéro apport d'affaires, à une mission à 750 € plus 11 800 € en moyenne par mois, ce qui représente du coup 100 € par jour et presque 130 000 € par an grâce à l'apport d'affaires, en plus de son TJ. Donc plutôt très cool. Tout ça en 5 mois avec en moyenne 29 missions off-market. Off-market, ça veut dire, je prends un exemple tout bête. Un off-market, c'est par exemple, tu as un manager de client final qui doit remplacer un gars de l'équipe parce qu'il arrive aux 3 ans. Bah, il va appeler le commercial de l'ESN qui a placé le free et pendant un espace de 2-3 semaines, l'ESN va être en exclusivité pour proposer une autre personne. C'est ce qu'on appelle l'off market. Et ça, c'est le meilleur moment. C'est ce qu'on arrive à repérer, nous, avec Master Freelance. C'est le meilleur moment pour se positionner quand tu veux faire de l'apport d'affaires. Donc, lui, il avait 29 missions en moyenne par semaine en off market, ce qui est un bon deal flow, on appelle ça. Il a fait 6 apports d'affaires, ce qui est pas mal en 5 mois. Ça représente plus les 100 € par jour et l'apport d'affaires 151 000 € qu'on lui a apporté par an, donc ça c'est cool. Et il a fait un co-deal avec un membre de Master Freelance parce que dans la communauté Master Freelance, on est des centaines et on peut faire des co-deals. Si par exemple il y en a un qui a un bon besoin et toi tu as un bon profil, tu peux faire un co-deal, vous splittez la marge en deux et c'est génial. Il a un objectif de 200 000 € stabilisés par an à partir d'aujourd'hui, ce qui est clairement l'objectif réalisable. Dans son témoignage, des choses qui sont très intéressantes, c'est comprendre qu'est-ce qui l'a fait basculer exactement dans Master Freelance et pourquoi est-ce que ça lui a apporté pas mal de sérénité aussi dans son activité. Ce que je trouvais assez intéressant aussi, c'est qu'il revient pas mal sur comment est-ce qu'il a trouvé ses premiers clients finaux. Et c'est toujours intéressant de regarder ça. Si tu ne me connais pas, moi j'ai fait un peu plus d'1,5 million d'apports d'affaires de freelance depuis maintenant bientôt 5 ans. Un peu plus de 5,1 millions en costing parce que j'ai aussi monté une ESN depuis. J'ai accompagné un peu plus de 150 freelances au sein d'incubateurs en ce moment et plusieurs centaines plus largement. Et pour donner quelques chiffres, je suis passé en fait de simple freelance entre guillemets en 2022 à 630 € à 3 mois plus tard, en mai 2022, à 3 411 € par jour facturés. Alors ça a été un de mes plus beaux mois de 2022 clairement, mais ça montre qu'en quelques mois, on peut vraiment faire des merveilles. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui en 2026 qu'il y a 4 ans en 2022. Plus concrètement, si on revient un peu sur le profil de Malik, donc senior mais pas expert,
Niche plutôt intéressante, cyber, pentest, red team, un peu de gouv aussi en termes de cyber. Situation freelance depuis 2 ans, il était en portage, il est passé en SASU. Il faut savoir que le statut n'est pas forcément, un frein à l'apport d'affaires. Tu peux être en portage, en URL, en micro, c'est pas gênant. Il y a quelques éléments à savoir qui vont permettre de scaler. Mais voilà, lui, il est passé en société. Il a monté une SASU du coup, à l'IR, pour ceux que ça intéresse. Et puis, il est passé d'une situation où il avait quand même que du LinkedIn en termes d'opportunités et un petit peu au travers de plateformes comme Freelance, par exemple, mais seulement des propositions de d'ESN. C'est-à-dire qu'aucun client finaux ne lui propose des opportunités pour faire de l'apport d'affaires ou même pour des missions pour lui. Localisation Île-de-France, 8 ans d'expérience. Il y a 5 niches. Si tu es dans une des 5, il faut absolument faire de l'apport d'affaires en 2026 et probablement 2027. C'est cyber, data, IA, cloud, DevOps. Et on peut rajouter QA, PO. QA, agilité, on va dire. Vraiment qui sont les plus en vogue. Et il y a vraiment des très, très belles choses à faire. Voilà. Plus concrètement, si on regarde un petit peu ces bloqueurs, peur d'y passer trop de temps, c'est souvent une peur assez récurrente parce que si on regarde un petit peu comme le font les gens qu'on connaît autour de nous qui font de l'apport d'affaires avec plus ou moins de succès, on se rend compte que les gens, ils passent quand même vraiment beaucoup de temps et comme tu as déjà une mission, le but, c'est pas de te cramer. Donc, si tu mets pas en place des automatisations, des process et puis des petits hacks pour accélérer, tu vas clairement y passer des heures par jour et ça, c'était pas possible. C'était vraiment une de ses peurs assez fortes. Il avait peur de travailler en direct avec les clients finaux, non seulement parce qu'il pensait que c'était pas possible, mais aussi parce qu'il disait qu'il allait être un peu en confrontation avec les ESN et il savait pas comment se positionner. On lui a montré en fait qu'il avait beaucoup d'idées préconçues là-dessus et que c'était beaucoup plus fluide qu'on le croit. Il a peur de se mettre des ESN à dos, il a peur de devenir commercial. Être apporteur d'affaires, ce n'est pas être commercial. C'est souvent ceux qui sont les moins bons, ceux qui ont ce côté fibre, j'ai une fibre commerciale. Moi, c'est ceux que je vois qui ont moins de succès. Il vaut mieux être un très bon expert quand on fait de l'apport d'affaires. Je pourrais expliquer ça dans d'autres vidéos d'ailleurs. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder toutes les vidéos de cette chaîne. Et peur de prendre des commissions sur un freelance. Il disait, bah écoute, moi je recommande des gens gratuitement, ça me gêne de prendre des commissions sur des freelances. Et je pense que la raison pour laquelle il avait cette crainte, c'est parce qu'il avait une vision d'un deal qui est un peu une vision archaïque, comme on faisait ça il y a 5 ans quand j'ai commencé, qui est, il y a un client final, il y a une ESN, tu prends ta commission et après il y a le freelance. Et là, on a un vrai empilement de marge. Nous, on fait des deals où il y a pas d'ESN. Donc, c'est-à-dire que le freelance, il gagne plus et toi, tu touches des commissions de 100 à 200 euros par jour, voire plus sur certaines niches. Donc, c'est sûr que quand on lui a montré ces nouveaux modèles d'apport d'affaires, et si ça t'intéresse, n'hésite pas à booker un rendez-vous avec moi, je te montrerai ça. Et ben, ça a complètement fait partir ça parce qu'il a compris que le freelance avait un intérêt à travailler avec lui. Non seulement il allait bosser en direct avec le client final, ce qui veut dire que bah, il y a plus ce risque que l'ESN elle fasse un swap. Donc c'est-à-dire qu'elle considère que le freelance ne lui rapporte pas assez, elle le dégage, elle le remplace par quelqu'un de son équipe. Ça n'arrive pas si le freelance que tu fais intervenir auprès, par exemple, de la BNP, bah, il travaille en direct avec la BNP. L'autre chose, c'est qu'en général, on augmente le TGM des freelances dans l'apport d'affaires. C'est-à-dire que même si toi, tu gagnes 100 à 200 euros, en règle générale, le freelance va gagner 20 à 50 euros de plus. Donc, c'est vraiment, il a tout intérêt à passer par toi. OK. Et il disait, j'ai déjà recommandé des indeps sur des missions, mais le fait de faire des commissions me gêne, il y a un empilement de marge. Il avait aussi un autre truc dont il m'avait parlé et qu'on voit dans le témoignage. Il disait qu'il avait déjà essayé de faire de l'apport d'affaires avec des ESN, mais qu'elle l'avait jamais payé. Globalement, il n'a jamais contractualisé et il ne savait pas trop comment faire. Donc, si on analyse un petit peu sa situation initiale, une seule source de revenus, ça, c'est extrêmement risqué. Enfin, si vous n'avez pas d'autres side business à côté, franchement, c'est extrêmement dangereux. Deuxième chose, canal d'acquisition 100% ESN. Les missions confiées par les ESN ont baissé de 20 à 22% selon les ESN entre 2024 et 2025 et 2025-2026, ça va être la même chose. Donc clairement, si ton canal d'acquisition, c'est les ESN, bah déjà, tu as beaucoup plus de concurrence et en plus, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de trouver des missions et à fortiori de faire de l'apport d'affaires. 3, la puissance d'acquisition. Là, c'est-à-dire c'est le nombre de missions qu'il reçoit tous les mois. Là, on était sur quelque chose de pas mal déjà, c'est-à-dire entre 11 et 20 missions par mois. C'est plutôt une moyenne haute de gens qui commencent dans l'apport d'affaires. C'est pas un prérequis, mais ça montrait qu'il y avait déjà une bonne attractivité sur sa niche, en fait, et pas tellement sur son profil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as, par exemple, beaucoup de missions, mais que ça ne convertit pas, c'est que ton profil a un problème de conversion.
mais que la niche est bonne. Là, sa niche était bonne. Et en termes de collectif, bah, il avait moins de 100 freelances dans son CV de freelance dans son réseau et un réseau assez diversifié, des gens en cyber, des gens en PO, quelques personnes en cloud. Et là, en fait, tu aucune chance de faire des deals. En fait, je crois que même, je dis moins de 100, mais de mémoire, on regardera dans l'interview, mais je crois que c'est 15-20. Donc là, c'est très faible parce que même si tu en as 100, tu en as à peu près 12 qui sont disponibles à un mois ou moins, ce qui est nécessaire. Ce qui veut dire que tu as à peu près 12 personnes et 12 personnes avec des souhaits différents, des TGM différents, des localisations différentes, des rôles différents, des stacks techniques différentes, etc. Il y a aucune chance que tu fasses un deal. Enfin, très, très, très faiblement. Et on ne peut pas capitaliser dessus pour construire un bon business. Donc, note 14 sur 100, qui est plutôt une note améliorée, on va dire. OK. Il avait essayé quoi? Des nouveaux canaux, mais impossible de passer en dehors des ESN. À chaque fois, les clients finaux le redirigeaient vers des ESN, donc ça ne marchait pas. Sourcing limité par LinkedIn, quelques groupes WhatsApp de freelance en cyber, et puis moins de 20 CV de freelance. Acquisition classique via des ESN, via des groupes WhatsApp, et pas du tout automatisé. C'est-à-dire que tout à la mano, ils répondent à la mano, ils passent du coup pas mal de temps. En plus, c'était pas du tout anticipé, c'est-à-dire que quand il est en mission, bah, il faisait rien des opportunités. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est des sources de leads exceptionnelles et on peut faire beaucoup, beaucoup de cash là-dessus. L'apport d'affaires déjà essayé, oui, mais jamais payé par le SN. Il n'a pas eu accès aux CAL. Si tu sais pas ce que c'est les CAL, je t'invite à regarder la vidéo qui parle des modèles contractuels où je parle de ces intermédiaires qui te permettent de travailler en direct avec les clients finaux. Et puis peur de paraître trop commercial, résultat, bah, zéro deal, risque sur situation, 20 000 euros d'intercontrat quand même. Et puis, il disait: «Voilà, je vois bien que le marché est différent». Je reprends du coup une citation de l'interview: «Mais je peux pas croire qu'avec toutes les demandes que je reçois, je peux pas se faire, 5-10 apports d'affaires par an» et à juste titre puisqu'il en a fait 6. Là, on est passé du coup sur 7 sources de revenus avec, du coup 6 apports d'affaires et sa mission. C'est beaucoup plus sécurisé. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'être autour de 10-12, de tourner en 10-12, parce que là, vraiment, tu es certain d'avoir fait plus que 2 fois ton TGM et du coup, même si tu es en interprojet, bah, en fait, tu as 0 souci de cash. Ça, c'est génial. Tu gagnes autant, que si tu étais en mission. Côté canal d'acquisition, ça a radicalement changé puisqu'on est passé en 80-20. 80% des opportunités viennent en direct des clients finaux, 20% des ESN. Ça, c'est le top. Idéalement, c'est soit 100%, soit 80-20. Tu verras que ta vie change quand il y a ça. Puissance d'acquisition a augmenté, 21 à 30 missions du coup en moyenne par mois. Il a même fait des semaines à une trentaine de missions par semaine. Donc vraiment, c'est absolument top. En tout cas, c'est un stabilisé 21-30 qui est tout à fait suffisant pour faire de l'apport d'affaires. En termes de collectif, il est passé à peu près de 1200 freelance du coup dans sa niche, c'est-à-dire que des gens qui sont en cyber sur du pentest. Donc ça, c'est nickel. C'est tout à fait suffisant du coup pour faire de l'apport d'affaires. Et il faut savoir que ça lui a pris 30 jours. Donc c'est vraiment extrêmement court. Avec une note de 68 sur 100, ce qui peut améliorer, bah, c'est simplement un peu plus de sources de revenus. Et après, le reste est quand même relativement correct. Donc il n'y a pas vraiment de sujet à ce niveau-là. En 6 mois, du coup, on a accompagné pour mettre en place un socle que je vais vous détailler juste après. Et on lui a montré comment est-ce qu'il peut, du coup, scaler son activité avec nous en l'accompagnant en one-to-one, en disant voilà, quand le SN te dit ça, tu fais ça, quand le client final te dit ça, tu fais ça, tu passes par tel CL, tu envoies à tel TGM, voici le contrat qu'il faut, voici la structure de deal, parce qu'il existe plein de structures de deal différentes. Et si tu veux sécuriser ton activité, il faut choisir la bonne. Et ce qui lui a permis, du coup, de faire quelques deals pendant ces 6 mois. Mise en place du socle, du coup, on commence avec la mise en place de 18 étapes qui vont permettre de construire un socle très solide. Ce qui est en bleu, ce sont des bots ou des IA. Le petit dégradé, ce sont des stacks techno ou des bases de données. Le rouge, c'est plutôt des automatisations. Et ce qui est en vert, ce sont des choses à produire, en fait, des choses stratégiques comme soit des visuels, soit des master assets, ce genre de choses dont on pourra parler sur notre vidéo. Donc, on a commencé par un sprint niche. En fait, il avait un petit problème de base. Si on commence pas par la niche, en fait, les gens font de l'apport d'affaires un petit peu tout azimut. Donc, ils vont être, s'ils sont par exemple en cloud, ils vont faire du cloud, de la data, du dev, du PO, etc. Et nous, en fait, on veut être ultra focus. Si tu veux comprendre pourquoi il faut être ultra focus, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je t'expliquerai comment est-ce que tu peux scaler juste en étant plus focus et trouver davantage de missions. Bref, toujours est-il que il n'avait pas de positionnement clair. Il avait du coup des difficultés à avoir la confiance des ESN et des clients finaux. Ça veut dire que lorsqu'il laissait faire un apport d'affaires, bah, on a vu qu'il ne se faisait pas payer. Mais globalement, sinon, on le renvoyait en fait vers une ESN quand c'était un client final. Et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Ça, c'est un problème de posture et de positionnement. Ça se règle hyper facilement. Niche mal comprise, erreur de positionnement, il tapait trop large. En fait, il se voyait un peu généraliste alors qu'il n'était pas du tout. Et en fait, le fait d'être beaucoup plus focus,
ça lui a augmenté la trust et la capacité à répondre clairement sur certaines opportunités. Une vision un peu classique du marché, du coup, il passait à côté de pas mal, d'opportunités et quand on regarde en fait les 2 980 personnes qui sont, des freelances qui sont exactement sur sa niche en France, et ben, il avait un positionnement un peu trop fragile. En changeant du copywriting, du visual branding et 2-3 éléments de storytelling, en fait, il s'est positionné dans le top 1 hyper facilement et ça lui a permis d'avoir une situation radicalement différente. Du coup, un positionnement beaucoup plus maîtrisé, davantage de missions, davantage de confiance, c'est-à-dire que les OSM ne posent pas de questions, vont directement en soutenance et plus de croissance lorsqu'ils parlent avec les clients finaux, il y a une confiance naturelle. Une niche maîtrisée, c'est aussi beaucoup plus de singularité, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu du lot et ça se caractérise non seulement sur, LinkedIn par exemple, mais aussi sur du CV, sur de la présence sur les plateformes et lors, du copywriting lorsqu'on discute avec les clients finaux. Et en termes de repositionnement, ça lui a permis d'avoir du coup une comparaison du coup plus efficace avec, les autres freelances sur sa niche et ça lui a fait un gain immédiat. Il a pu signer avec un client final et du coup gagner 100 € sur son TGM. Il est passé de 650 à 750 € juste avec un repositionnement et en bossant avec les clients finaux. Croissance sur sa niche, du coup, assez importante, ça c'est plutôt cool. Nombre de freelances sur sa niche, assez important si on comprend tous les gens en cyber. On a vu qu'en fait, que si on rétrécissait par rapport à ce qu'il fait lui exactement, on est plutôt à un petit 3000, ce qui est une très très belle niche, 3000 personnes. Nombre de missions off-market, c'est-à-dire nombre de missions qui sont non publiées par les clients finaux, mais en direct client final, on est entre 1000 et 3000. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'en moyenne, de mémoire, c'était 250 à peu près par, ou 240, je ne sais plus, par mois. Ça veut dire que lui, il envoyait à la base à peu près 8 et qu'aujourd'hui, il envoie de l'ordre de 12. Donc c'est vrai que ça change déjà pas mal de choses. Il pourrait se rapprocher très facilement, de l'ordre de 30 de ces opportunités en continuant exactement ce qu'il fait et du coup rapidement arriver à entre 10 et 15 apports d'affaires. Nombre de, signaux faibles, ça veut dire, ça c'est une data qu'on a nous, mais qui caractérise le fait que les clients finaux cherchent à travailler en direct. On est plutôt moyen. La niche de la cyber est pas la plus mature en termes de signaux faibles, c'est-à-dire que, certains, clients finaux ont l'habitude de faire de l'apport d'affaires, d'autres en ont jamais fait. On est à peu près dans la moyenne. Des niches qui sont beaucoup plus matures là-dedans sont des niches comme cloud, data, dev, où, les clients finaux ont beaucoup plus l'habitude des apporteurs d'affaires. OK? TGM moyen sur sa niche, TGM actuel du coup plutôt inférieur, par rapport au marché, mais depuis qu'on est passé à 750, du coup, il est passé au-dessus. Il est plutôt, supérieur à la moyenne du marché. Canal d'acquisition qui était du coup 100 ESN, ça c'est un vrai sujet parce que même quand tu veux faire de l'apport d'affaires, tu vas toucher des commissions hyper faibles, de l'ordre de 20, 30, 40 €. Alors que si tu positionnes avec les clients finaux, tu vas être entre 100 et 200 € grosso modo. Ensuite, on a abordé du coup une stratégie de branding. Il avait un LinkedIn plutôt, pas terrible, ouais, pas terrible du tout, qui était un sorte de LinkedIn CV, très, très, très limitatif, un copywriting très peu exigeant, pas du tout de visual branding, pas de photo de profil, pas de bannière, pas de section et cetera. Un seul, CV testé, il n'avait jamais testé son CV, ce qui est, du coup un peu dommage parce qu'il est passé à côté de beaucoup d'opportunités et une approche très commerciale de l'apport d'affaires, typiquement, des messages du style, «Ah je suis pas disponible mais si ça t'intéresse, je peux t'envoyer des CV». Voilà, ce qui marche, jamais, voilà. Un personal branding du coup qu'on a quand même refait avec un nouveau copywriting, du batching de CV, des, visual branding, c'est-à-dire les visuels qui sont, hyper engageants, hyper spécifiques et du coup beaucoup plus puissants et du coup plus engageants pour les clients finaux. Du coup, de manière à recevoir beaucoup d'opportunités en direct via LinkedIn de clients finaux et puis ce qu'on appelle des tags confiance qui sont des petits hacks qui permettent d'augmenter la trust. Voilà, situation radicalement différente parce que du coup, il reçoit des opportunités de clients finaux, de SN et il reçoit entre 10 et 50 CV de freelance en cyber par jour pour augmenter son collectif, ce qui est hyper cool. Côté Spring Collectif, du coup, il est passé d'une vingtaine de CV un petit peu diversifiés autour de la cyber et non automatisés, à un collectif qui fait, plus de 1000 freelances, sur sa niche, complètement automatisé. C'est-à-dire qu'en automatique, on va contacter les gens, sur WhatsApp pour connaître leur disponibilité, leur TJ et cetera et ce sera piloté par la data. Donc ça, c'est trop cool. C'est-à-dire que sur les 1000-2000 personnes que tu as dans ton collectif, tu vas savoir exactement qui est disponible et qui est positionné sans même les contacter. Donc ça, c'est vraiment le top. C'est-à-dire que tu passes vraiment 5 minutes pour faire un apport d'affaires.
et automatisé en termes d'acquisition. Il gagne du coup des nouveaux CV tous les jours, en plus d'avoir accès à des co-deals, ce qui est assez génial pour faire du coup des petits business en plus. Et on verra après, en regardant en fait, en analysant en fait tout à l'heure les deals qu'il a fait, bah, quel deal il a pu mettre en place pour croître son activité avec d'autres membres de Master Freelance. Ce qui fait du coup qu'avec 1000 freelances à niche, il a en moyenne 120 personnes disponibles à un mois ou moins pour faire de l'apport d'affaires en permanence. Donc ça, il a automatisé son système et puis du coup, il a des listes maintenant colossales comment dire, de freelance sur sa niche dispo. OK. Système d'acquisition. Bah, l'acquisition, c'est sûr que c'est indispensable. Nous, on est venu cumuler 4 systèmes d'acquisition pour lui parce qu'avant, il avait que quelques missions par mois et via des plateformes comme freelance et uniquement via des ESN. Le problème, c'est que comme le marché il s'est pété la gueule au niveau des ESN avec en moyenne 20% de missions en moins par ESN. Ça veut dire qu'il y a une concurrence beaucoup plus forte entre freelance qui bossent avec les ESN et les internes des ESN. Donc, c'est vraiment le bazar. Et si tu bosses dans ces méthodes-là, tu dois en ce moment souffrir. Si tu ne souffres pas de ça, c'est que tu es magique. Mais si tu bosses pas avec les clients finaux aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué de trouver des missions. Ça s'est vraiment durci. Donc, aujourd'hui, il a entre 4 et 10 missions par semaine. Il a fait des semaines à 29 missions off market, ce qui est plutôt cool, avec majoritairement des clients finaux et quelques ESN et quelques missions via LinkedIn ou les plateformes. Là, on est venu automatiser plusieurs niveaux. D'abord, son acquisition avec comment dirais-je? Son réseau actuel, le nouveau réseau qu'on crée pour lui. On est venu identifier un peu plus de 4000 clients finaux qui cherchent des freelances dans des grands comptes. On lui a expliqué comment est-ce qu'on contractualise avec, des clients finaux en direct et comment l'automatiser et aussi une acquisition pure au terme de LinkedIn, non pas comme on voit beaucoup, assez brutale avec les ESN, mais beaucoup plus en fait sous la forme de master asset qui permet d'avoir en fait des opportunités qui tombent sans, que l'on se trouve à, spammer la terre entière. Ce qui fait très concrètement qu'aujourd'hui, il reçoit des opportunités partout via 4 canaux, soit en direct avec des gens qui lui envoient des messages, par WhatsApp, par SMS, par LinkedIn où il est venu, scaler ça de manière assez significative aussi en termes de nombre d'opportunités et puis bien sûr par email. Il y a beaucoup de clients finaux qui aiment beaucoup fonctionner par email et il faut avoir des vraies stratégies là-dessus et ça permet de scaler. Ce qu'on passe maintenant sur la partie résultats parce que le but du jeu des 4 à 8 premières semaines, du coup des quelques sprints où on implémente le système Master Freelance, c'est qu'après on l'utilise et on fasse de l'apport d'affaires et c'est ce qu'on a mis en place du coup sur les 5 mois d'accompagnement avec du coup à la base, quelques tentatives, mais pas d'apport d'affaires, des mauvaises méthodes et surtout un côté très commercial, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Avec du coup, savoir quoi dire à une ESN, à un client final, quel TGM annoncer, comment se présenter, comment parler d'apport d'affaires et comment sécuriser ses deals avec des apporteurs d'affaires. Concrètement, en l'espace de 5 mois, il a fait 6 deals pour 590 euros en plus de son TGM. Et si on rentre plus en détail sur ces 6 deals qu'on va regarder maintenant, je vais vous partager exactement aussi les petits insights qui sont liés à son activité d'apport d'affaires maintenant. Il l'a fait avec une ESN pour le compte d'un client final. Et donc, l'ESN a travaillé en direct avec le freelance et lui a versé une commission. C'était un consultant cyber de 12 ans d'expérience au sein d'un compte en Ile-de-France avec une acquisition, ce qu'on appelle Canal 3. Canal 3, c'est LinkedIn. La durée n'a pas été partagée. On ne sait pas exactement combien ça dure. On sait juste que c'est une mission longue. Le freelance, lui, est payé classiquement, j'imagine sur 45 jours, et la commission, elle, versée à 30 jours. Il faut savoir que les conditions de paiement, je vous recommande vraiment d'essayer d'être assez flex là-dessus. Voilà. Parce que si vous êtes payé pour de l'apport d'affaires à 60 ou 65 jours, en fait, c'est pas très gênant. Normalement, vous avez déjà votre opportunité de mission, votre mission, et ça fait du cash additionnel qui, de toute façon, sera payé. Surtout si vous avez un bon contrat. Le TGM du freelance à 790 euros, marge 45 euros. OK, bon, petit deal classique ESN, mais c'est bien pour commencer. Deuxième deal plus sérieux avec un CL, du coup, les intermédiaires pour bosser en direct avec les clients finaux. Là, en fait, c'est le freelance directement qui l'a payé. Structure de deal un peu différente, du coup. Constant Cyber, 8 ans d'expérience, grand compte toujours, direct client final, c'est-à-dire qu'il y a eu l'opportunité via le système 2. Le canal 2, en fait, d'acquisition, c'est un canal qui est dédié aux clients finaux, qui est automatisé et qui est un petit peu le gros savoir-faire de Master Freelance. Là, durée 36 mois, donc 3 ans, bon de commande renouvelable de 3 mois, ce qui est un classique avec les clients finaux. Les conditions de paiement freelance à 60 jours, commission à 65 jours, ça c'est un petit hack qui est intéressant. Je vous conseille toujours de rajouter 5 jours avant le paiement en fait, de votre commission par rapport au paiement
du freelance si vous faites un deal via Ciel et freelance direct, donc comme ça, le freelance qui vous paye. Parce que ça permet au freelance de se dire que dans tous les cas, il sera payé avant de vous payer et lui, en termes de trésorerie, sera plus confortable. Structure de deal, TGM client final 840, TJ freelance 650, la marge de CL 25 euros seulement, ça c'est vraiment génial, hein. Les marges de CL, en général, c'est 25 à 35 euros pour bosser avec les clients finaux, c'est vraiment le top du top. Et du coup, il a touché 165 euros par jour pendant 3 ans a priori, sauf si ça s'arrête, hein, ça arrive de temps en temps. Mais en tout cas, c'est vraiment un très beau deal. Ça représente du coup une trentaine de milliers d'euros par an pour un seul deal. Troisième deal avec la même structure de deal, donc Ciel et freelance qui le payent directement. Profil cyber, 15 ans d'expérience, un très très beau profil. Automation Canal 2, donc c'est le même canal d'acquisition, c'est le fameux canal en direct clients finaux. Seulement 1 an pour cette expertise-là, 2 bons de commande de 6 mois. Le freelance est payé à nouveau à 60 jours et la commission à 65. Ça, c'est pareil, c'est un petit hack qui marche vraiment très très bien. TGM client final 940, TGM freelance 800 euros, le CL 35 euros. On est en général entre 3 et 4 pour les marges des CL sur le TGM client final. Ça peut être un peu moins, ça peut être un petit peu plus. Du coup, ce qui fait une marge de 105 euros, ce qui est plutôt une marge correcte, hein. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est bien. Ça fait du coup à peu près 22 000 euros par an pour ce troisième deal. Donc bravo à lui, c'est top. Quatrième deal, du coup, à nouveau via ESN, mais ce coup-ci avec une structure de deal un peu différente où c'est le freelance qui a payé un autre master freelance et un split de marge. Alors, c'est un peu plus compliqué, je vais prendre le temps d'expliquer ça. Comment ça s'est passé? Malik a été contacté par une autre personne de master freelance qui travaille aussi sur la cyber, qui avait un besoin identifié auprès d'une ESN, mais il n'a pas dit à l'ESN qui touchait une commission sur le freelance. C'est le freelance qui a payé une commission et qui a partagé la marge entre lui et Malik. C'est pour ça en fait qu'on a 25 et 25. Malik a touché que 25 euros sur les 50 euros qui ont été versés pour l'apport d'affaires. Là, c'est les deals qui sont avec le plus d'empilement de marge. C'est vraiment pas mes préférés. Ça permet de faire un peu de cash en plus, mais clairement, c'est un peu compliqué. C'était un profil plutôt junior, cyber 5 ans d'expérience, automatisation canal 1, c'est-à-dire c'est réseau direct au sein de Master Freelance. Durée 24 mois, le freelance est payé à 30 jours, la commission versée à 45 jours. Et là, on va être sur une commission globale payée par le freelance de 50 euros, 25 pour le Master Freelance autre que Malik, 25 pour Malik. OK. Ensuite, deal numéro 5, à nouveau un deal CL, mes préférés, vous l'avez compris. Scotty, architecte cyber, très 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 beau profil. Canal 2, c'est-à-dire c'est en direct client finaux aussi, automatisation en direct client finaux. Durée 12 mois renouvelable. En général, ce genre de rôle, ça part facile 3 ans. Freelance 45 jours, commission 65 jours. C'est un très bon move de Malik de décaler toujours le paiement de la commission parce que ça permet vraiment de faciliter, de fluidifier la clôture des deals d'apport d'affaires. C'est vraiment une très très bonne technique. 980 euros pour payer par le client final, 800 euros pour le freelance, Ciel 30 euros, 150 euros de marge. Ça, c'est des très très bons deals. Rien à dire. 30-35 000 euros par an pour un placement. Et probablement, je pense, 12 mois, jusqu'à 12 mois, moi, je pense que c'est des deals qui peuvent durer plus longtemps. Dernier deal, à nouveau un deal ESN, payé par l'ESN. Il identifie une opportunité via l'ESN, via Canal 3, donc qui est LinkedIn. Le constant cyber, 3 ans d'expérience placée, lui va toucher 500 euros, marge de 40 euros payée par l'ESN, jusqu'à 2 ans, bon de commande de 6 mois. Un deal simple, efficace, 40 euros par jour, c'est cool quand même. Ça fait quasiment 10 000 euros par an, si je dis pas de bêtises. Donc, très bien. Voilà. Voilà ici les 6 deals de Malik. Je vous ai partagé du coup un Rex complet pour Malik. J'espère que ça vous intéresse. J'ai l'intention d'en faire pas mal d'autres. Donc, n'hésitez pas à me dire sur quelle niche vous êtes pour que je vous partage du coup des études de cas sur votre niche. Et si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à prendre avec moi. On sera heureux de vous aider pour vous aider à évaluer votre potentiel d'apport d'affaires sur votre niche. On a accompagné tellement de freelances qu'on a des règles dans toutes les niches et qu'on peut vous dire très précisément combien est-ce que vous pouvez gagner avec l'apport d'affaires en quelques mois. OK? Eh bien, je vous embrasse, amis. À très, très bientôt. Bye bye.